Excusez-moi, un petit problème lié à un espace de stockage insuffisant. Donc on va dire que ce cours, on va le faire en deux parties, en demi-temps, hein. Donc voilà la seconde mi-temps de mon cours magistral sur l'unification italienne. Je vous disais donc, avant d'être coupé, que le risorgimento, qui est donc une expression italienne qui signifie renaissance, résurgence, désigne le mouvement national italien, ce mouvement qui va se développer dans la moitié du 19e siècle et qui va aboutir donc à partir de 1870, on le verra, à la réunification ou l'unification de la nation italienne dans un seul et même État, hein, l'Italie que l'on connaît encore aujourd'hui. Et je vous disais donc que dans un premier temps, ce sont les révolutionnaires républicains du printemps des peuples en 1848 qui vont être les premiers à rêver en quelque sorte de cette unité de la nation italienne. Il y a d'ailleurs dans votre manuel un texte, un témoignage qui explique un petit peu ce rêve d'unité italienne qui a d'abord été le fait de ces révolutionnaires italiens. Donc c'est le texte 1 de la page 123, hein, je vous encourage à le lire. Donc c'est, on pourrait dire, une idée républicaine, mais on le sait, hein, le printemps des peuples va très mal se terminer pour la plupart des, des peuples en révolution. Hein. La plupart de ces révolutions, de ces révoltes vont être écrasées dans le sang. C'est le cas aussi pour ces mouvements insurrectionnels italiens. Et donc ce risorgimento, cette volonté d'unité du peuple italien va être reprise par un roi dans un second temps. Donc à partir des années 1850, c'est Victor Emmanuel II, le roi de Piémont-Sardaigne. Alors le Piémont-Sardaigne, c'est un petit royaume qui englobe l'île de Sardaigne, mais aussi tout le Piémont, c'est-à-dire tout, on pourrait dire, la partie du nord-ouest de l'Italie, la partie frontalière avec la France. Là aussi, vous avez dans votre manuel une carte de l'Italie durant cette période. C'est à la page 127, hein, donc à la page 127 pour localiser un petit peu le royaume de Piémont-Sardaigne. Donc c'est un petit peu ce petit territoire, ce petit royaume qui va servir un petit peu de moteur à l'unification de l'Italie à partir des années 1850. Alors je vous parlais de Victor Emmanuel II, vous avez un portrait aussi de ce personnage historique important à la page 126 de votre livre. Alors il est vraiment animé d'un désir très fort d'unifier les Italiens dans un même État. Le problème est qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions. Hein. Victor Emmanuel II est à la tête d'un petit royaume, je vous l'ai dit, et pour unifier le peuple italien, eh bien, il doit s'attaquer à un empire qui est beaucoup plus puissant que le royaume de Piémont. Il s'agit de l'empire d'Autriche, qui à cette époque, au milieu du 19e siècle, fait partie, on l'a vu depuis le congrès de Vienne et même avant, des principales puissances européennes. Donc il a besoin d'alliés. Et c'est là que va intervenir un deuxième personnage, le comte de Cavour, qui est son premier ministre et qui va jouer un rôle diplomatique très actif. Il va notamment rencontrer Napoléon III et passer avec lui des accords d'alliance pour justement mener à bien ce projet d'unification de l'Italie. Donc il rencontre Cavour, je vous mettrai en lien sur la page Pronote une petite biographie du personnage pour que vous le connaissiez un petit peu mieux. Alors pourquoi il a besoin d'alliés? Alors d'une part, je vous l'ai dit, parce que le royaume de Piémont est un petit royaume avec une puissance très limitée. Et ensuite, pourquoi contre l'Autriche? Eh bien parce que l'Autriche, comme vous avez dû le voir tout à l'heure et vous pourrez le voir encore à la page
127 de votre manuel, vous avez une carte de l'Italie dans les années 1850, hein, et bien tout le nord-est de la péninsule italienne, la Lombardie et la Vénétie notamment, sont sous domination autrichienne. Donc pour annexer ces territoires, hein, et construire ce qui va devenir la future Italie, eh bien, il faut en quelque sorte rentrer en conflit contre les Autrichiens qui dominent ces territoires à cette époque. Et c'est là donc où la France va jouer un rôle, puisque la France va devenir le principal allié, hein, du royaume de Piémont et de Victor Emmanuel II. Et après donc avoir passé cette alliance donc avec Napoléon III à partir de 1858, eh bien la France va déclarer la guerre à l'Autriche en 1859. Avec bien sûr son petit allié de Piémont, Sardaigne. Et cette guerre eh bien, va se révéler être un succès, puisque donc en 1859, eh bien, plus précisément le 4 juin 1859, lors de la bataille de Magenta, eh bien, les troupes franco-piémontaises vont remporter une victoire décisive contre l'armée autrichienne, victoire qui va permettre à Victor Emmanuel II de prendre possession de la Lombardie, donc ce territoire très vaste du nord de l'Italie. Et on pourrait dire que c'est l'étape 1 en quelque sorte de la construction de l'État italien qui vient de se jouer en cette année 1859. La conséquence en ce qui nous concerne, nous Français, c'est que eh bien, lors de l'accord qui a été signé entre la France et entre Napoléon III plus précisément et Victor Emmanuel II, eh bien il y avait comme clause en quelque sorte pour le prix de son aide, la France devait recevoir deux territoires. Le premier, la région de Nice ainsi que la ville de Nice. En gros, hein, pour faire court, on pourrait dire que ça correspond aux Alpes-Maritimes, au département des Alpes-Maritimes actuel. Et puis, une région plus vaste, qui est aussi le berceau de la dynastie à laquelle appartient Victor Emmanuel II. Il s'agit de la région de Savoie. Donc, à partir de 1860, eh bien, Victor Emmanuel II va offrir, pour récompenser, pour remercier la France de son aide, eh bien, la Savoie et Nice à Napoléon III. Alors, ce don, on pourrait dire, ce cadeau, Napoléon III tient à ce qu'il soit avalisé par le peuple. Et donc, vous le verrez, je vous donnerai un travail à faire sur justement cette question. Les Niçois et les Savoyards vont être appelés par plébiscite à se prononcer sur ce rattachement de Nice et de la Savoie à la France. Alors on va voir que cette annexion va être acceptée par les Niçois et les Savoyards, mais on verra dans des conditions un petit peu particulières. Donc c'est l'objet du travail que je vous donnerai à faire pour la prochaine fois. Donc pour le moment, je laisse un petit peu en suspens cette question de l'annexion de la Savoie et de Nice à la France, puisque ça concerne plus la France finalement que l'Italie à partir de 1860, puisqu'à partir de là, eh bien, ces deux régions deviennent officiellement françaises. Alors, revenons à la situation italienne. Eh bien, la guerre qu'ont menée les Italiens du Nord, en quelque sorte, les Piémontais, avec l'aide des Français contre les Autrichiens, et surtout la victoire qu'ils ont obtenue, eh bien, a ravivé un petit peu le sentiment national chez beaucoup d'Italiens. C'est notamment le cas des habitants du duché de Modène ou de Parme, qui sont de petits duchés, de petits pays qui étaient indépendants et qui vont se révolter et demander le rattachement de leur territoire à ce royaume de Piémont qui est, vous l'avez compris, un petit peu l'ancêtre de l'Italie alors en gestation. Donc nous sommes là en 1860 toujours, donc le royaume de Parme, de Toscane et de Modène est rattaché au royaume de Piémont. Là aussi je vous encourage à voir la page, à jeter un œil sur la page 127 de votre manuel. Vous avez la carte de l'Italie, vous pourrez un petit peu localiser ces différents duchés qui vont les uns après les autres donc se rattacher au royaume du Piémont.
Nous sommes donc en 1860, vous l'avez compris, la construction de l'Italie avance, mais elle se limite pour le moment à l'Italie du Nord. Tous les territoires du sud de l'Italie restent pour le moment à l'écart de ce risorgimento, de cette réunification du peuple italien, de la nation italienne. Et c'est là que un troisième personnage italien très important va rentrer en scène. Il s'agit de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, qui est un personnage charismatique, très célèbre à cette époque. Alors il a joué un rôle au moment du Printemps des peuples parce qu'il est républicain. À la différence donc du roi Victor Emmanuel II ou de son premier ministre, le comte de Cavour, qui sont partisans de la monarchie, lui est un républicain convaincu, mais un républicain patriote, c'est-à-dire qui désire aussi que la nation italienne est enfin un État. Et donc pour cela, il va lancer une expédition dans le sud de l'Italie à partir de la Sicile. Expédition donc qu'il va mener à la tête d'une armée de volontaires. Des volontaires que l'on va surnommer les chemises rouges parce que n'ayant pas d'uniforme, étant des civils, ils vont comme signe de identificateur en quelque sorte, comme symbole de leur détermination et de leur volonté de construire une Italie unie, vont tous porter lors des combats des chemises rouges. Et donc ils vont être surnommés les chemises rouges. Ils vont être à l'origine de la conquête de la Sicile, puisque c'est sur cette île qu'ils vont débarquer, et qu'ils vont ensuite, donc ils vont remonter toute la péninsule ibérique, péninsule italienne jusqu'au centre de l'Italie, et conquérir ainsi ce qu'on appelle à l'époque le royaume des deux Siciles. Encore une fois, je vous encourage à jeter un œil sur la carte de la page 127 pour localiser un petit peu ce royaume des deux Siciles. On peut dire que grosso modo c'est la partie sud de la botte, c'est-à-dire la partie sud de l'Italie. Et donc, à partir de l'entrée en scène, en quelque sorte, de Garibaldi, le sud de l'Italie va à son tour se rattacher à cette Italie en construction. Et donc, tout cela se passe durant l'été 1860. En quelques mois, tout le sud de l'Italie est conquise par Garibaldi et son armée de volontaires, son armée de chemises rouges. Alors, les choses avancent. En 1861, la construction de l'Italie va avancer encore un petit peu plus, puisque Victor Emmanuel II, qui jusqu'alors était uniquement le roi de Piémont-Sardaigne, va être déclaré officiellement roi d'Italie. Donc l'Italie existe officiellement en 1861, même si, vous l'avez compris, le territoire de ce nouvel État ne couvre pas encore la totalité du territoire qu'on lui connaît aujourd'hui. Il reste notamment à cette Italie à conquérir la Vénétie. La Vénétie, c'est ce territoire, cette région de Venise, si vous voulez, située donc au nord-est de la péninsule italienne, qui est, on l'a vu, sous domination autrichienne, elle aussi. C'est encore grâce à un jeu diplomatique assez fin du comte de Cavour, avec, encore une fois, l'appui de la France, que les Italiens vont parvenir à récupérer la Vénétie. Alors cette fois-ci, sans affronter directement l'Autriche, mais on pourrait dire en plaçant leurs cartes de manière assez judicieuse, c'est-à-dire en soutenant notamment l'Allemagne dans le conflit qui l'oppose à l'Autriche. Et en retour de la non-intervention française dans ce conflit, les Allemands s'engagent à donner la Vénétie à la France. Et la France s'engage à son tour à rétrocéder la Vénétie aux Italiens. Donc, vous voyez, on est vraiment dans un jeu diplomatique très, très fin, très, très, très complexe. Toujours est-il, donc, au terme de cette guerre qui oppose la Prusse, l'ancien nom de l'Allemagne, puisque l'Allemagne n'existe pas, elle non plus, on le verra dans un second temps. L'Allemagne va aussi, excusez-moi, on va attendre que les rideaux soient baissés.
C'est presque bon. Ok, donc l'Allemagne, elle aussi, à cette période-là, n'existe pas en tant qu'État. Hein. Ça sera l'objet d'un second cours que nous ferons plus tard. On verra comment, justement, ces États allemands, qui sont eux aussi morcelés, vont s'unifier et constituer ce qu'on va appeler l'Allemagne. Hein. Toujours est-il donc que la Prusse va donc remporter cette guerre contre l'Autriche. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, les accords diplomatiques entre ces différents États prévoyaient que la Vénétie soit donnée aux Italiens, chose qui va être faite donc en 1861. Mais Garibaldi, qui on l'a vu, va jouer un rôle majeur dans cette unification italienne, eh bien, ne se contente pas de ce territoire qui est finalement encore incomplet, hein, puisqu'il manque, si vous avez la carte de la page 127 sous les yeux, il manque encore les États du pape, hein, les fameux États pontificaux qui correspondent en gros à la région du centre de l'Italie, hein, tout autour de la capitale de Rome. Eh bien, Garibaldi exige que ce Latium, hein, cette région de Rome, soit elle aussi rétrocédée à l'État italien, hein, pour que l'unification soit totale. Sauf que, eh bien, ça n'est pas possible jusqu'en 1870 à cause de l'opposition des Français. Oui, les Français, Napoléon III notamment, qui est pourtant, on l'a vu, hein, le principal allié des Italiens dans cette construction de l'État italien, eh bien Napoléon III se pose aussi comme le protecteur de la papauté à cette époque-là, de l'Église catholique, et donc du premier de ces catholiques, à savoir le pape, et donc, eh bien, contre la volonté des Italiens, hein, avec l'appui des troupes françaises qui vont occuper Rome notamment, hein, eh bien, il s'oppose à ce que les États du pape, eh bien, soient annexés par l'Italie. Ça va durer jusqu'en 1870, et là, eh bien, va arriver un événement extérieur, une guerre, mais qui ne va pas concerner directement les Italiens, mais plutôt les Français. Une guerre qui va opposer la France à la Prusse, qui dans la foulée va déclarer officiellement la naissance de l'Empire allemand, hein, du Reich. Eh bien, cette guerre, donc, que nous verrons plus tard, bien sûr, hein, lorsqu'on étudiera l'histoire de la construction de l'État allemand, eh bien, va être perdue par Napoléon III contre la Prusse. Et donc, les Français vont être obligés de se retirer de Rome, et l'Empire va disparaître lui aussi, on le verra, hein, et la République va revenir, va être proclamée, suite donc à la défaite de Napoléon III contre la Prusse. Et donc ces événements assez, on va dire, graves pour la France, eh bien, vont faire les affaires des Italiens, puisque les Italiens, et notamment Garibaldi avec ses volontaires, ses chemises rouges, vont pouvoir enfin eh bien, mettre la main sur Rome et sur les États du pape, qui vont être à leur tour annexés à cet État italien qui va d'ailleurs eh bien, choisir comme nouvelle capitale Rome, hein, qui est toujours sa capitale actuelle. Nous sommes là en 1870, on peut dire que la construction de l'État italien est achevée, hein, puisque depuis, eh bien, les frontières de l'Italie n'ont quasiment plus évolué, hein, donc depuis environ 150 ans. C'est ainsi, donc, qu'en 1870, eh bien, l'Italie fait son entrée sur la scène diplomatique en tant qu'État, suite donc à cette construction qui s'est faite par étapes, on l'a vu, entre les années 1850 et l'année 1870. Voilà, j'espère que ce cours a été relativement clair pour vous, que vous avez pu prendre des notes. Vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de revoir cette vidéo, hein, donc j'ai mis le lien dans la partie cours du Pronote. Suite donc à cette prise de notes, je vous donnerai plus tard une petite synthèse pour que vous ayez quand même, je dirais, l'essentiel, et que vous puissiez comparer un petit peu vos prises de notes avec ce qui doit être retenu de la leçon.
Je vous donnerai aussi un travail concernant le rattachement de Nice et de la Savoie à la France, hein, on l'a vu, hein, qui est une conséquence directe de la construction de l'État italien et de l'aide notamment apportée par la France aux Italiens. En attendant, je vous souhaite de bonnes reprises, avec de gros guillemets bien sûr, hein, un bon confinement, hein, puisqu'il nous reste encore une quinzaine de jours à rester confinés, voilà, en espérant que vous portez bien, vous et vos proches. Donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite de garder le moral, garder la santé en attendant que les choses reprennent un cours normal. Voilà, allez, à bientôt, au revoir.